La vie régie par des résultats au dé, c'est pas toujours marrant, sauf dans Donjons & Dragons, le jeu de rôle culte adoré par de nombreuses générations de joueurs dans le monde entier, autrement appelé également D&D. Le jeu nous plonge en général dans des aventures et dans des mondes médiévals fantastiques peuplés de créatures mystiques, magiques. Des elfes, des nains, des orques, des dragons, mais pas que. Donjons & Dragons, ça peut très bien se passer dans des univers bien plus modernes, comme l'aventure à laquelle j'ai pu participer avec quelques autres créateurs. J'y ai incarné Kane, un vampire mi-homme, mi-vampire, issu d'une longue lignée de nobles vampires, qui n'apprécie pas trop son propre côté bestial, mais va tout faire pour justement prouver que les vampires ne sont pas que des bêtes assoiffées de sang. Pour cela, je vais devoir partir dans une école pour apprendre à maîtriser mes pouvoirs magiques, et bien évidemment, rien ne se passera comme prévu. Donjons & Dragons repose entièrement sur la collaboration et sur l'imagination des joueurs et des joueuses. Ce qui veut dire qu'on a là des possibilités infinies. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise des dés pour pouvoir prévoir quels vont être les résultats, les conséquences de nos actions. Par exemple, à un moment de l'aventure, j'ai fait le choix d'attraper un des personnages non joueurs du jeu pour le balancer sur quelqu'un d'autre et j'ai pas réussi. J'ai fait même un échec critique, il s'est retrouvé contre le mur, le pauvre. J'ai adoré cette expérience. L'ambiance était juste incroyable, on a tous passé un super moment. Je vous invite à cliquer sur le lien en description pour aller regarder cette partie sur la chaîne de notre maître du jeu, Naetherion. Et qui sait, peut-être que ça vous donnera envie à vous aussi de tenter l'expérience et de créer vos propres aventures. En tout cas, moi, j'ai enfin réussi à sauter le pas. Des parties, je vais très certainement en faire avec des potes, en soirée, avec une bonne pizza. Je suis iconoclaste. Bonjour, vous. Est-ce que je suis le seul, des fois, à avoir du mal avec le concept des JRPG ? Alors j'adore le genre en lui-même, j'en ai parlé plein de fois et de plein de manières différentes, et de plein de jeux, et figurez-vous que je compte bien continuer. C'est avec le mot JRPG que je galère un petit peu plus. Pourquoi est-ce qu'on devrait subir une classification de jeu basée sur l'addition d'un pays et d'un genre très très large? C'est une branche bâtarde pour un genre de jeu qui n'est devenu que plus flou avec le temps. Ah non, j'insiste, hein, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de jeux qui sont rassemblés sous la grande bannière du JRPG, alors que des fois ça n'a pas vraiment de sens. C'est à cause de ce tri quelque peu hasardeux qu'on se retrouve avec parfois des associations qui ne fonctionnent pas bien, voire pas du tout. Soyons de bonne foi, je trouve que le mot JRPG était plus ou moins pertinent dans les années 80-90, quand tout restait encore à défricher. Oui, j'arrive à voir le rapport entre un vieux Final Fantasy et un vieux Dragon Quest, mais par contre, maintenant, je pense pas qu'on puisse dire que Dragon Quest XI et Final Fantasy XV ont tant que ça en commun, hormis que ce sont deux jeux du même studio. Et même avec toute la meilleure foi du monde, j'ai du mal à rassembler dans un même grand Tupperware des licences comme Yakuza, Inazuma Eleven, Nier et Dark Souls. Ah oui, Dark Souls. Alors, c'est pas moi qui choisis les définitions, hein. Là je tire directement du site officiel de Namco Bandai, voyez directement avec eux si vous avez du mal. Ah non, j'insiste, hein. Je trouve qu'il y a beaucoup de séries de jeux vidéo qui se rassemblent sous la grande bannière des JRPG, alors que ça fait pas forcément sens une fois manette en main. Est-ce que tout ça, ça ferait pas un petit peu écho aux fameuses notions de proche et de lointain dont on discute dans toutes les bonnes premières années de licence, pendant ces mystérieux cours de sociologie? Je dis c'est loin mais c'est beau, hein. Je disais c'est loin mais c'est beau, hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de confortable là-dedans, voire même de carrément fétichiste? Je pense qu'utiliser le terme de JRPG, c'est un peu concevoir quelque chose de mystique. Comme si on inventait une masse opaque qui serait très paradoxale. Ces dernières années, sur Switch, comme un petit peu partout ailleurs, hein, sont ressortis des jeux que j'avais complètement sortis de ma mémoire, comme Shin Megami Tensei 3, Grandia ou The World Ends With You. Il y a aussi eu des compilations et des vagues de ressorties de jeux qu'on avait tout simplement jamais vus en dehors du Japon, comme les Romancing Saga ou même Dragon Quest 1, 2 et 3. Enfin, ils sont sortis en dehors du Japon, mais pas chez nous. Mon avis sur la question, c'est que le mot JRPG, ça sert à un but qui va plus loin que le classement. Cette vidéo est faite pour parler de ces jeux vidéo là et les mettre en relation avec des titres plus communément cités. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est de discuter d'éléments récurrents de RPG japonais qu'on arrive plus ou moins tous et toutes à situer, et on va à chaque fois tenter de comparer la manière de faire d'une licence à l'autre. Cliché 1, partir pour aller chercher du pain et finir par tuer Dieu. Je crois pas qu'on puisse commencer par un plus gros cliché que ça. C'est tout le temps là, c'est tout le temps présent, on peut jamais le rater. C'est presque devenu un mème, hein.
Beaucoup de jeux commencent l'histoire par le cliché du Pékin dans sa campagne qui finit par devenir un héros en se défaussant d'une divinité quelconque à la fin de l'aventure. Si j'avais vraiment été feignant à l'heure de l'écriture de cette vidéo, j'aurais pu lancer la théorie du voyage du héros à la catapulte et passer à autre chose. Mais c'était pas le but. Non, ici on donne les noms, on dit les termes. Toutes les copies de philo de n'importe quel lycéen commencent par « de tout temps, l'homme... » Alors, de tout temps, Final Fantasy a cherché Dieu. Oui, je sais ce que vous allez dire. J'ai dit qu'on allait parler des jeux un peu moins connus. Mais on peut au moins commencer par ça. Si on remonte jusqu'au début du genre et au début de la saga avec le premier Final Fantasy, on rentre déjà dans le vif du sujet. C'est fou comme la quasi-intégralité des jeux tirés de la licence Final Fantasy finissent par confronter les protagonistes à Dieu. Parfois c'est très explicite, comme dans... Voilà, là ça va spoiler, je vous ai sauvé in extremis, vous pouvez mettre un pouce bleu. Kiss me. On se laisse un petit peu de temps, voilà, c'est prévenu, on va pouvoir rentrer dans l'art. Final Fantasy X, dans lequel Tidus et ses copains seront confrontés au pouvoir religieux en place, un petit peu tout le temps, et finiront par démasquer, en bout de course, une vraie conspiration religieuse qui sert Yevon, un dieu que vous tuerez de vos propres mains. Final Fantasy XIII, au pif, faisait un petit peu la même chose, quoique c'était peut-être un peu moins bien raconté, parce qu'on ne nous le disait pas, en tout cas pas vraiment, et qu'il fallait lire les 15 000 pages du codex pour piper quelque chose. C'est pas faux. Mais grosso modo, les héros du jeu dans Final Fantasy XIII ne sont pas si différents que ça de ceux des autres Final Fantasy. Ce sont des héros de Dieu. Mais là, attention, c'est encore une conspiration religieuse. Le truc très présent aussi dans Final Fantasy, c'est le coup du méchant qui devient une divinité à laquelle tu finis immanquablement par mettre un coup de boule dans les genoux ou l'inverse. C'est le cas de Garland de Final Fantasy 1, de Kefka du 6 ou même de Sephiroth du 7. C'est pas parce que tu penses que t'es digne de rentrer dans la Bible que des humains peuvent pas t'attraper par le col et te foutre des claques, n'est-ce pas, Robert Kotick? Et c'est là où je veux en venir et qui fait tout le sel de Final Fantasy. Le point commun de tous les épisodes, c'est d'opposer des humains à des forces qui les dépassent. Et vous savez quelle autre série de RPG beaucoup moins connue fait ça? Shin Megami Tensei. Non, pas Persona, juste Shin Megami Tensei. Déjà Shin Megami Tensei, parce que le 5e épisode vient de sortir et que je l'attendais comme le messie, et aussi Shin Megami Tensei, parce que c'est très différent dans sa manière de faire. Quand Final Fantasy cite tout un tas de vraies mythologies et en tire des figures comme pêle-mêle Odin, Ramu ou Ifrit, il prend quand même le temps de les réadapter à sa sauce. Ces noms ne sont mieux que des citations. On leur retire leur dimension vraiment sacrée et on en fait de simples points de détail qui collent à l'histoire du jeu, qui se passe toujours dans un monde complètement fictif. Les noms des dieux sont au mieux des allusions, comme des personnages, comme Biggs et Wedge sont des allusions à Star Wars. Et à l'autre bout du spectre du JRPG, la série des Shin Megami Tensei raconte quelque chose qui commence dans un terreau très réaliste, comme le Tokyo du 5, ou le Tokyo du 4, ou du 3, ou du 2, ou du 1 aussi. En fait, tous les jeux, même les spin-offs, se passent à Tokyo. Un univers particulièrement réaliste, au moins pour ses créateurs, et d'ailleurs je crois que c'est intéressant de préciser à ce stade de la vidéo que toute la série des Megami Tensei est tirée à la base d'une trilogie de romans de science-fiction, les Digital Devil Story de Aya Nishitani. Des histoires qui racontent de but en blanc l'histoire d'un type qui se fait harceler au lycée et qui décide d'invoquer des démons pour se venger. Il y a un programme informatique qu'il a développé lui-même sur ce que je suppose être un PC sous Windows 98. Déjà bon, c'est un peu excessif monsieur, et ensuite ça va évidemment lui échapper, forcément, sinon il n'y aurait pas d'histoire. On commence par Loki, on continue avec des dieux égyptiens qui n'ont rien à voir avec Yugi-Muto, et on finit par Lucifer, je crois, et puis de toute manière la protagoniste est la réincarnation d'Izanami, la déesse japonaise, d'où le nom Megami Tensei qui veut littéralement dire réincarnation de la déesse. Oui, c'est vrai que c'est un peu complexe et que ça a un sacré côté nanar, ou doavé des années 80, mais ça soulève quelque chose de très intéressant. Contrairement à Final Fantasy donc, qui n'a aucun intérêt à aborder la question, Shin Megami Tensei donne volontiers dans le concept métaphysique de Dieu et dans l'existence simultanée de plusieurs religions qui sont par conséquent toutes réelles. Dieu est un danger pour l'homme et l'homme est un danger pour Dieu. Mais encore plus, Dieu est un danger pour Dieu. Parce que ce qui est très intéressant dans Shin Megami Tensei et Final Fantasy, c'est aussi le découpage scénaristique. Final Fantasy fait la plupart du temps de vous un protagoniste, un élu des dieux, alors que pour Shin Megami Tensei, vous êtes au mieux un pion, pris au milieu d'une guerre que vous ne comprenez pas, alors que le sort de l'espèce humaine en dépend. Dans le dernier jeu t'es sur le chemin du retour de lycée, t'es bien, tu vas passer une bonne journée, tu passes sous un pont, il y a ton copain qui fait des vlogs à la con, journée normale, jusque là tout va bien.
Mais ni une ni deux, t'es pris dans l'apocalypse. T'es dos au mur, tu vas te faire manger par des démons, alors tu deviens une espèce d'entre-deux. Parce que c'est ça qui distingue Shin Megami Tensei de Final Fantasy. Ça se trouve, le dieu oppressif. C'est toi. Enfin, pas toi derrière ton écran, vous avez compris. Le disque d'or, c'est bien, mais en indé, c'est mieux. T'es tout seul, tu es pris à part en tant que joueur, puisque ton avatar est très lisse. Encore une fois, l'inverse de Final Fantasy. C'est la projection de tes actions et de ce que tu estimes bon ou pas devant ton écran. Alors, c'est logique que les Shin Megami Tensei aient plusieurs fins, contrairement, encore une fois, à Final Fantasy. Tu décides de ce que deviennent les dieux et de ce qu'ils sont vraiment. Un petit peu comme si c'était à toi que revenait le choix d'écrire la fin que tu veux pour le bouquin. Shin Megami Tensei reprend un petit peu le système d'alignement bon et mauvais de Donjons et Dragons et fait de vous à la fois un petit peu le joueur et un petit peu le maître du jeu. Cliché numéro 2, oui, je t'invite à chercher partout, tout le temps. Alors celui-là, il part d'une anecdote très personnelle. Je me souviens avoir beaucoup trop joué à Mega Man X Command Mission, et il y a de ça plus de 15 ans. J'avais eu la version GameCube dans un bac à solde du Leclerc de Château-Thierry, mais il me semble qu'il est sorti ailleurs aussi. Enfin bref, c'était un RPG japonais avec un système de combat JRPG au tour par tour, très proche de celui de Final Fantasy X, ce qui est plutôt normal en fait, compte tenu du fait que copier ce qui marche c'est toujours un moyen de sauver les meubles, je crois. C'était pas un jeu exceptionnel, hein, loin de là. Je me souviens même plus trop de ce que ça raconte. En fait, je crois que c'est même pas canon avec la série des Mega Man X. Et c'est dommage parce que c'était mon premier Mega Man. Et laissez-moi vous dire que j'ai été très surpris d'apprendre que ce n'étaient pas tous des RPG. Mais bref, ce jeu te fait le coup assez classique de faire mourir un des personnages jouables qui, et c'est très drôle, tient sur lui un objet qui te permet de voler les ennemis. Et bien sûr, après sa mort, c'est trop tard, l'objet est perdu avec lui. De mémoire, c'est vraiment le seul moyen d'avoir la compétence de vol d'objet dans tout le jeu. Et si tu le sais pas, tu peux difficilement le prévoir. Ou alors tu fais un redémarrage de la console après la cinématique pour bien le déséquiper et le mettre dans ton inventaire. Ce que j'ai pas fait. J'étais jeuneau, et la vie est trop courte pour refaire les boss. Le pire dans tout ça et que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que le vol d'objets, ça te change complètement le jeu. Déjà, bon, les équipements que tu peux voler au boss de fin de jeu sont très très bons. Et ensuite, l'objet en question sert d'ingrédient de fabrication d'un autre équipement qui permet de multiplier l'XP reçu. Ce qui est pas mal quand tu veux battre les boss secrets. Mais moi, j'avais même pas d'ordinateur à l'époque. Je savais rien de tout ça. Alors j'étais obligé de farmer l'XP comme un sagouin en post-game en gardant bien à l'esprit que j'aurais dû être moins bête et tout savoir à l'avance. Je pense qu'on mésestime souvent le côté vicieux du game design des RPG japonais. C'est comme ça que je suis complètement passé à côté de tout un donjon de Dragon Quest VIII sur PS2. Forcément vachement intéressant et pas rattrapable. C'est aussi à cause de ça que j'ai dû sortir mon petit cahier pour prendre des notes et redémarrer ma PS2 en boucle à l'époque de Persona 4. Évidemment, j'avais pas envie de pas avoir le maximum de points dans les dialogues, alors plus d'une fois j'ai dû redémarrer la console, juste par peur de choisir un dialogue sous-optimal. À vrai dire, j'aurais jamais été fichu de finir Final Fantasy X à 100% sans utiliser de guide. Je trouve pas que le cheminement jusqu'à Der Richter soit si facilement trouvable que ça, encore moins sans indication. Et alors, pour des titres beaucoup moins connus comme Growlancer 2, j'aime tout simplement pas du tout l'idée que le jeu construise mon personnage à mon insu en fonction des réponses à des dialogues de début de jeu qui n'ont aucun rapport avec ma façon de jouer à un RPG tactique. Là, dans l'immédiat, je joue à Dark Chronicle sur PS2. Et figurez-vous que passer une bonne heure à prendre des photos dans chaque nouvel endroit dans lequel j'arrive pour faire des inventions, ça serait quand même beaucoup plus pénible sans aide. Mais c'est pas une raison pour pas le faire. Je finirai jamais Suikoden sans avoir obtenu les 108 étoiles. C'est juste pas possible. Vous savez là, avec leur capacité à cacher tout le temps des objets, des quêtes ou je ne sais quoi dans des recoins très cachés et très tordus. Je n'arrive plus à jouer à un RPG japonais sans utiliser un guide qui m'indique en temps réel où sont les quêtes possibles et les objets à trouver. Pour moi, l'expérience JRPG parfaite, c'est vraiment moi dans mon canapé à 2h du matin avec mon jeu sur un écran et mon guide sur tablette à côté. Éventuellement un petit café. Jamais de sucre et là c'est sexy. Là c'est vendeur. Bon, je ne pense pas que le mot traumatisme soit le plus approprié dans ce cas-là, c'est vrai que c'est peu de choses à l'échelle d'une vie humaine, mais vous savez pas à quel point ça a pu m'affecter. Parce que maintenant qu'on en parle, je peux vous dire d'expérience que dans la plupart des cas, les guides écrits par les joueurs sont meilleurs que les guides papier édités par les grandes maisons d'édition. J'admets que l'objet est pas mal quand on est fan d'un jeu, mais pour de vrai,
je trouve ça très froid, un guide officiel. Ne vous méprenez pas, hein. Je possède des guides stratégiques qui sont très factuels et très utiles. Mais ce que j'aime le plus quand j'en lis un, c'est d'avoir une vision qui va d'un joueur à un autre. J'adore l'idée que c'est un type comme vous et moi qui l'a écrit, avec la plus grande sincérité du monde et qui parfois n'hésite pas à parler de techniques ou de pratiques trouvées par d'autres joueurs des années après la sortie du jeu. Et surtout, ça nous permet d'éviter l'achat de bouquins complètement dépassés qui coûtent un bras sur le marché de l'occasion, qui parfois... Bon, c'est rare, mais j'en parle quand même, sont juste effroyables. Dédicace au guide officiel américain de Final Fantasy IX, qui comptait vraiment très peu d'informations. En fait, il était bourré de petites annotations pour lesquelles tu étais censé te connecter via Internet, en utilisant ton ordinateur donc, pour pouvoir voir ce qui aurait dû être noté dans le livre de base. Il s'imaginait vraiment qu'on allait avoir bouquin, ordinateur et jeu en même temps sous les yeux. Alors, certes, on était à la transition vers Internet, mais je suis désolé, mais c'est complètement idiot. On se retrouve face à un ouvrage presque vide, qui est juste une pub pour un site internet qui contient l'essentiel des informations, et surtout qui est même plus en ligne, alors que GameFAQs, lui, il ne vous abandonnera jamais. C'est tout en anglais, c'est vrai, et l'interface est sèche comme un sandwich plein de sable un beau jour de juin sur la plage, mais ça ne vous abandonnera jamais. D'ailleurs, mention spéciale au site GameFAQs et à toutes les personnes qui écrivent des solutions et des guides pour des RPG, japonais ou non d'ailleurs, mais qui sont tous très obscurs et que personne ne joue. Déjà, vous êtes incroyables, et ensuite, non, juste, vous êtes incroyables. Je pense que ces personnes-là vont aller directement au paradis, en fait. Cliché 3, tu as un Glock chargé de pouvoir de l'amitié. Pokémon! Oui, oui, Pokémon! Pokémon parce que quand tu parles de pouvoir de l'amitié... C'est Pokémon. C'est un cliché de jeu. Avant ça, c'était un cliché d'animé. Et avant ça, c'était un cliché de manga. En fait, je crois que l'amitié plus fort que tout, ça a toujours existé. On peut carrément remonter au mythe de Damon et Pythias, qui avait une amitié tellement belle qu'elle a permis d'éviter une exécution. Parce que l'amour, c'est beau. Dans le RPG japonais, c'est... Oui, l'amour, c'est très fort. Hein. L'amour dans Pokémon, ça peut littéralement gifler dans la mesure où il existe une statistique de bonheur qui varie en fonction de la manière dont tu t'occupes de ton copain, poilu ou pas. Quel type de Pokémon es-tu? Dis-moi comment tu es vêtu. Tout l'univers de la licence Pokémon tourne autour de cette histoire d'amitié. Et c'est même pas limité au jeu. Hein. Le dessin animé commence complètement sur la naissance de l'amitié entre Sacha et Pikachu. Une amitié tellement forte qu'elle leur a permis de surmonter l'attaque des Piafabek. Parce que oui, ils l'ont surmonté. Non, Sacha n'est pas mort ce jour-là. Et faut arrêter avec ça maintenant. Hein. C'est encore plus lourd que les blagues sur le chien de Fullmetal Alchemist. Plus récemment, dans Pokémon, le Amphinobite Sacha a carrément développé une nouvelle forme, une nouvelle apparence et de nouvelles capacités complètement pétées. Par pure amitié. À chaque jeu Pokémon qui sort, la même question revient sur le tapis. Est-ce qu'on pourra avoir notre Pokémon qui se promène avec nous, comme le Pikachu de la version jaune? Finalement, l'amour et l'amitié, ça traverse les espèces. Non, pas comme ça, non. Je vous dis ça, mais je compte plus vraiment les fois où l'amour a surtout traversé la logique du scénario, les barrières du gameplay, le quatrième mur, et parfois même les os des dresseurs qui s'étaient dressés sur le chemin des protagonistes. Souvent, dans un RPG, quand on inclut une mécanique liée au pouvoir de l'amitié, c'est cassé. Alors c'est déjà cassé dans Pokémon, qui dans les dernières générations n'hésite pas à te rajouter des chances de critique ou d'évasion, mais ça peut le devenir pour beaucoup moins que ça. Quand on parle de mécanique d'amitié, j'aime beaucoup ce qu'a fait Xenoblade Chronicle. Quoi ? Oui, quand j'ai dit que je parlerais de RPG qui sont pas trop connus, je m'y tiens, en théorie. Shulk dans Smash, c'est bien, mais il faut savoir que Xenoblade, ça a pas toujours eu le succès qu'on lui connaît. À la base, il était sorti sur Wii, pour des résultats qui n'ont pas été spécialement incroyables, même s'il était déjà à l'époque le plus vendu des 3 RPG de la fameuse trilogie de la Wii. C'est un jeu génial, vraiment, très beau pour de la Wii, et je ne saurais que trop vous inviter à essayer le remaster sur Nintendo Switch, si jamais vous en avez l'occasion. Il y a littéralement des litres de trucs positifs à dire sur le jeu, mais je vais me contenter d'une chose en particulier. J'adore ce qu'ils ont fait de la mécanique de l'amitié dans ce jeu. Non, vraiment, je dis les termes. Chaque PNJ ou presque du jeu peut partager un certain degré d'affinité avec toi qui dépend entre autres des échanges que tu as eus avec eux. Tout est répertorié dans un grand organigramme qui indique tout un tas de choses dont entre autres l'horaire du jour et de la nuit durant lequel tu peux venir leur parler, ce qui est bien pratique au vu du cycle jour-nuit du jeu. En plus de ça, chaque
PNJ ou presque peut échanger des objets. Bien évidemment, la taille de l'inventaire varie en fonction du degré d'affinité. Bref, tes alliés entre eux ont aussi un certain degré d'affection et c'est ça qui est très intéressant. Chaque action en groupe augmente la puissance du lien entre personnages, ce qui en retour permet de les rendre meilleurs sur pas mal de points. Ça leur permet notamment d'apprendre les compétences des uns et des autres. Il y a quelque chose de très symbolique là-dedans. Je pense qu'un truc à ne pas négliger dans un RPG justement, et qui passe souvent à la trappe, c'est les relations entre les personnages jouables. En général, les JRPG, c'est plutôt des jeux longs, avec un scénario dense qui raconte un vrai périple. Je pense qu'il est nécessaire que les personnages que tu incarnes interagissent entre eux, et surtout qu'on ait une différence dans la manière dont ils se parlent entre eux. Le Karadev, comme disent les jeunes, c'est important. La série Tales of fait ça plutôt bien avec les fameuses scénettes, des petits dialogues mis en scène de manière minimaliste dans lesquels ça s'échange des vannes, ça parle de ce qui se passe en ce moment dans l'aventure et surtout ça donne de la crédibilité aux personnages qu'on entend parler de choses très banales, comme ça se fait beaucoup dans les Persona finalement, qu'on a même fait une mécanique narrative à part entière. Xenoblade a quelque chose de similaire, sauf que là le degré d'affinité des personnages est pris en compte dans ce que je vois comme l'étape au-dessus des scénettes des Tales of. Les personnages sont pris en tête à tête dans un moment et certains endroits prédéfinis, choisis par les développeurs du jeu, entre autres pour leur contexte et leur symbolisme. Et c'est brillant. C'est brillant surtout quand encore une fois le jeu brille par sa beauté scénique et ses décors gigantesques. Moi ce que j'aime, c'est casser le jeu. Et vous serez ravis de savoir que ça marche aussi grâce à l'affinité. La stratégie c'est de lancer des combos avec des attaques de la même couleur. Plus tes alliés sont copains, plus c'est facile. Et on se retrouve très vite avec des compositions débiles avec Shulk, Dunban et Ricky, même si je suis pas sûr d'être prêt à devenir ami avec une mascotte mignonne d'un JRPG. Sauf si c'est Brindibou, évidemment lui je l'invite au flunch quand est-ce qu'il veut. Cliché 4, t'en fais pas si t'as pas acheté la version originale, le jeu est réédité tous les lundis. Peut-être que le plus grand point fort d'un cliché de jeu vidéo, c'est de savoir résister avec le temps. Et croyez-le ou non, mais ce sujet, ça traînait depuis un beau moment dans nos cartons. Depuis un sacré moment même. Et on l'a déjà abordé brièvement en introduction, mais j'avoue avoir été complètement balayé par les annonces successives de ressorties, de remakes et de remasters de ces dernières années. Je sais qu'aujourd'hui ça ne choquera personne, mais s'il y a quelques années de ça on m'avait annoncé que les Final Fantasy PS1 ressortiraient sur absolument toutes les plateformes et seraient même édités en physique sur Switch, bah j'y aurais pas cru. Et là en principe, c'est le moment où on sort un truc sur Kingdom Hearts pour que les fans en commentaire ils commencent à s'énerver. Et on pourrait ne pas le faire. Oui c'est vrai. On pourrait. Mais j'apprécie énormément l'exemple de Kingdom Hearts. Parce que c'est vrai qu'en matière de ressortie, c'est un petit peu n'importe quoi. J'ai beau avoir acheté Kingdom Hearts 1 et 2 à leur sortie respective en 2002 et 2006, j'ai fait partie bien volontiers des volontaires qui ont racheté en 2013 et 2014 les versions 1.5 et 2.5 Remix, qui étaient en vérité des versions remasterisées de ce qu'étaient déjà des versions ressorties, qui étaient Kingdom Hearts Final Mix et Kingdom Hearts 2 Final Mix. Oui, il y a 10 ans, c'était déjà des remasters qui sont sortis. À l'époque, c'était ok. Kingdom Hearts 1.5 HD Remix propose la version ultime du premier jeu avec des boss supplémentaires. Bon, il n'y a plus la VF, et c'est dommage effectivement, mais j'étais bien content de pouvoir découvrir au passage la version 3D de Kingdom Hearts Chain of Memories, qui est pourtant loin d'être incroyable, mais le cœur y était. C'était jamais sorti en Europe, figurez-vous. J'ai beaucoup de mal avec le troisième contenu de cette collection, à savoir juste un mode cinéma, des cinématiques de 358 Days Over 2. J'ai vraiment du mal à dire ce nom, c'est terrible. J'admets que c'est un jeu DS à la base et que ça aurait peut-être été un investissement trop conséquent que de repenser tout le jeu sur un seul écran. C'est ce que je me serais dit dans un monde dans lequel le jeu 3DS aurait pas été disponible non plus dans un autre remaster. Parce que plus on avance dans le temps et plus c'est... Kingdom Hearts 2.5 Remix propose la version ultime de Kingdom Hearts 2, évidemment, la version ultime aussi de Birth by Sleep, l'épisode PSP, et les cinématiques de Recoded. Non, mais décidément, c'est peut-être moi qui suis devenu trop vieux, mais on a YouTube, les gars. Est-ce que je dois vraiment allumer ma console pour regarder les cinématiques d'un jeu auquel je ne peux pas jouer? C'est un peu chelou. Enfin, ça l'est pas autant que la ressortie d'un pack 1.5 plus 2.5 sur PS4 en 2017, et qui de facto est une compilation de remaster sans vraiment rien rajouter de plus. Si, le framerate était bien meilleur, donc c'était génial et forcément je l'ai acheté. Le pompon, ça a été juste après, avec la sortie de Kingdom Hearts 2.8, qui contenait un épisode très court avec Aqua, qui était presque une démo technique du 3. Content d'avoir pu jouer à Dream Drop Distance cependant, mais encore une fois, j'ai beaucoup de mal avec l'idée de regarder d'une traite une
pleine heure de cinématique tirée d'un jeu mobile qui est pas dans la compilation. Si vous vouliez faire un OAV, je pense que vous pouviez le faire, hein. C'est cela dit la première fois que je gagne un trophée en regardant un film, on va dire que c'est déjà ça. C'est une drôle d'expérience. Mais, pour revenir à nos moutons, il y a aussi eu une recompilation du 1.5, 2.5 et 2.8 dans une seule boîte qui s'appelle Kingdom Hearts The Story So Far. Et même, il y a eu encore un autre bundle, mais avec le 3 inclus dedans cette fois-ci. Kingdom Hearts All-in-One, avec tout dedans, sauf le DLC du 3. Ouais, alors, si je compte bien, c'est une compilation de remaster de ressorties de jeux. C'est volontiers sur la même plateforme et le pire dans cette histoire, c'est que j'ai envie de l'acheter. Je ne pense pas que tous les jeux aient besoin d'être Final Fantasy VII Remake, mais je pense qu'il y a de meilleures manières de faire que de rééditer vos jeux tous les samedis matins. D'un autre côté, je trouve ça très drôle de regarder ce qu'apportent vraiment les versions rééditées des RPG japonais, parce que c'est souvent le bordel, figurez-vous. Final Fantasy X et X-2 sont des jeux qui sont tous les deux fournis dans la même compilation, sauf qu'en Europe, on avait déjà la version ultime du 10 sur PS2, figurez-vous. Donc, il n'a pas vraiment de nouveau contenu chez nous, il est juste un peu plus beau. Dans 10.2 par contre, il y a tout un tas de quêtes annexes qui ont été rajoutées dans une version jamais sortie chez nous. Ça suppose que vous ayez envie de jouer à Final Fantasy X-2 déjà, que je trouvais très surprenant en soi. Et d'ailleurs, méfiez-vous si vous l'achetez sur Switch parce que il y a que le 10 dans la version européenne de la cartouche. Le 10.2 est à télécharger, contrairement aux versions asiatiques du jeu qui ont les deux titres disponibles sur la même cartouche. Est-ce que vous voyez où est-ce que je veux en venir ? Je sais plus où donner de la tête. Il y a des jeux que j'ai achetés et que j'adore, genre la série des ateliers. Oh, ça va. La série des ateliers, donc, dans laquelle tu joues des petites alchimistes qui font leur vie. Et sur Switch, j'étais ravi de pouvoir voir les trilogies Dusk et Harland déjà ressorties. Mais j'ai dû faire un tableau Excel parce que je les avais déjà achetés en avance sur PS3, mais que j'avais jamais eu le temps de les finir, qu'ils étaient déjà ressortis 2 fois. Dont une fois sur PS Vita avec les versions Plus qui supposent encore d'autres versions, d'autres différences. J'en suis à un point dans ma vie où quand je me déplace pour chiner un jeu vidéo, que ce soit dans un cache ou dans une brocante ou dans un Micromania, peu importe, j'en suis à sortir mon téléphone portable et à regarder s'il n'y a pas un remaster qui est prévu un jour, genre dans l'année ou même l'année prochaine. C'est important. C'est peut-être moi qui suis un peu maniaque, mais j'en suis à suivre des logigrammes avant d'acheter un jeu. Mis à part en cherchant bien sur internet, il n'y a plus moyen de voir ce qui se passe. Les pixels remaster des Final Fantasy, c'est chouette, mais encore aujourd'hui, je serais pas fichu de vous dire quelle est la version ultime de Final Fantasy IV. Est-ce que c'est la version PSP avec son épilogue ? Ou est-ce que c'est la version DS avec toute sa refonte des stats, ses boss supplémentaires, sa 3D et son doublage tout bizarre ? La version PSP est basée sur la version GBA et les versions iOS, Steam et Android sont basées sur la version DS. Même la pixel remaster, elle est pas pareille. Pour vous dire, on pourrait même faire une arborescence des versions de Final Fantasy IV en une seule vidéo. Et j'adore ce jeu, hein. Je l'ai fini plein de fois, mais je saurais toujours pas vous dire sur lequel jouer. Ça sert à rien de me demander. Et c'est comme ça pour tous les jeux. Un autre exemple que j'aime beaucoup aussi, c'est le cas de la série des sagas. Il y a 2 trilogies, un diptyque et un autre jeu. La première c'est Saga, 1, 2 et 3 sur Game Boy, connu sous le nom de Final Fantasy Legends aux États-Unis et jamais sorti chez nous évidemment. Et ça manque pas. Chez nous, la trilogie s'appelle Collection of Saga, mais bien entendu aucun rapport avec Romancing Saga, la seconde trilogie, dont vous pourrez trouver les épisodes 2 et 3 portés et améliorés sur Nintendo Switch. Et pour le premier, va falloir acheter une PlayStation 2 américaine pour jouer à la version refaite du jeu en anglais. Aucun rapport bien entendu avec Unlimited Saga, sorti sur PS2 chez nous, c'est pas la même trilogie de jeux, non. Quitte à parler de l'Europe, nous on a eu Saga chez nous pour la première fois, à l'occasion de Saga Frontier 2 sur PS1. Oui, commencer une série de jeux par le 7ème épisode pour tout un continent, c'est au mieux bizarre. Et je sais même pas quoi vous dire d'exemples comme Xenosaga, une trilogie de RPG japonais PS2 de Monolith Software, studio que vous connaissez évidemment pour toutes les bonnes choses qui commencent par Xeno. J'insiste sur juste les bonnes choses. Xenosaga, super trilogie, dont l'Europe n'a connu que le 2e épisode. Juste le 2, soit trop tard pour comprendre le début de l'histoire et pas assez pour connaître la fin. Vous serez ravis de savoir que les Japonais se sont pas démontés et ont refait ces jeux sur DS avec une sacrée refonte du scénario apparemment, et je dis apparemment parce que comme beaucoup d'autres titres aussi formidables que mystérieux, ça restera évidemment au Japon. Ma question pour vous est donc relativement simple.
qu'est-ce que le terme JRPG vous évoque? Dans cette vidéo, j'aborde en surface des points récurrents que j'associe consciemment au genre parce que ça me fait marrer, mais je suis pas certain moi-même que ce soit des éléments qui sont exclusifs. Ce que j'ai eu l'occasion de remarquer avec les années qui passent, c'est finalement des références culturelles de plus en plus lisses. On reconnaît facilement de grandes maisons japonaises de jeux vidéo, mais ça m'arrive de plus en plus souvent de voir la ligne d'horizon se brouiller et de plus distinguer le Japon du reste du monde. Si vous m'aviez demandé comme ça sans me laisser le temps de chercher, j'aurais pu penser que des jeux comme Chroma Squad ou Secret of Evermore étaient japonais. Mais même là, je me demande bien ce que ça aurait pu changer à leur qualité respective. C'est une question très ouverte, mais moi-même, j'ai pas de réponse toute prête. Mais je pense qu'on s'imagine du jeu vidéo japonais, dans la mesure où le Japon est un des quelques berceaux du jeu vidéo et que forcément on ressent une identité nationale dedans, comme elle pourrait s'insérer dans n'importe quel produit culturel, que ce soit un film, un bouquin ou un OAV baki qu'on regarde entre copains à 2h du matin. Le fait que j'arrive pas toujours à le remarquer indique surtout que je suis pas tout le temps équipé culturellement pour. Mais est-ce que ça change quoi que ce soit à mon expérience de jeu? Est-ce que je suis pas plus heureux devant un jeu vidéo qui viendrait d'un pays duquel j'aurais moi-même une construction mentale mystifiée? Franchement, je crois pas. N'oubliez pas de ne pas croquer un takoyaki à pleines dents alors qu'il vient juste d'être préparé. Étagère a fait ça une fois et ça a pris beaucoup de temps à cicatriser. C'était Iko. Ciao tout le monde.